Quand on était petit, on a quasiment tous passé des heures à regarder des dessins animés sur Gulli, Disney Channel, Canal J, Cartoon Network, Tfou ou encore Nickelodeon. La plupart de ces cartoons étaient bon enfant, mignons, colorés et souvent basés sur l'humour. Mais il arrivait parfois que pendant un épisode, une séquence de quelques secondes, l'ambiance change radicalement. Et qu'une scène, un moment, nous surprenne, nous choque ou nous terrifie. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur les dessins animés les plus sombres et dérangeants. Des œuvres particulièrement obscures, destinées à un public adulte. Aujourd'hui, le concept, il est différent. Dans cet iceberg, on va parler de scènes bizarres, dérangeantes, voire même terrifiantes, dans des dessins animés et des films d'animation très connus, destinés à un jeune public. Des séquences qui ont marqué, voire même traumatisé certains enfants. Et comme d'habitude, ces scènes seront de pire en pire à mesure qu'on s'enfonce dans les profondeurs de l'iceberg. Accrochez-vous et plongez avec moi pour explorer la face sombre de vos dessins animés préférés. Nemo, c'est le tout premier film que je suis allé voir au cinéma. C'était au début des années 2000. Je devais avoir 3 ou 4 ans et mes parents m'avaient emmené à la Cité des Sciences, au parc de la Villette. À l'époque, il y avait une espèce d'immense sphère métallique qui abritait un cinéma. L'écran était immense et couvrait une grande partie de l'intérieur de la sphère, de sorte à ce que l'image était projetée tout autour du champ de vision du spectateur. Mes souvenirs sont flous, mais c'était vraiment hyper impressionnant et immersif, et le son était extrêmement fort. Le film se lance et j'étais complètement fasciné et captivé par cette expérience complètement inédite pour moi. Jusqu'au moment où arrive cette fameuse scène. J'ai l'impression que je saigne. Oh, Dory, t'es blessé? Délicieux. Oh, y a qu'une bouteille! Couvre-toi, Bruce! Rappelle-toi, les poissons sont nos amis! On les touche plus! Dory, attention! D'après ce qu'on m'a raconté, j'ai commencé à pleurer et hurler dans la salle et mes parents ont dû sortir du cinéma. Cette scène, à seulement 3 ans dans un contexte aussi impressionnant et immersif, ça m'avait traumatisé à l'époque. Et je sais pas s'il y a un rapport, mais aujourd'hui je suis encore fasciné mais également terrifié par les grands requins blancs. C'est loin d'être la seule scène qui a terrifié certains enfants de l'époque. Déjà il y a la rencontre avec l'horrible créature dans les abysses, toutes les scènes avec Darla, la petite fille psychopathe, et évidemment l'attaque du barracuda, histoire de bien choquer les gamins dès le début du film. Pingu est une série d'animation diffusée à la télévision à partir de 1990. On suit les aventures d'un manchot vivant en Antarctique. Le dessin animé est principalement à but humoristique et l'animation est réalisée en stop motion, ce qui lui donne une esthétique assez particulière. Ce qu'il faut retenir, c'est que Pingu est destiné à un très jeune public. On parle d'enfants de 2 à 5 ans. L'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Pingu's Dream. Au début de l'épisode, on voit Pingu s'endormir pendant que sa maman lui lit une histoire. Quelque temps plus tard, il se réveille en sursaut car son igloo commence à bouger. Son lit commence à prendre vie et le transporte à travers la banquise. Bordel, c'est quoi ce truc là? Ça, pour un enfant de 3 ans, c'est juste un screamer en fait. Je suis sûr que l'apparition aussi soudaine de cette espèce de morse au design terrifiant dans un dessin animé aussi enfantin, ça a dû faire pleurer beaucoup de gamins à l'époque. D'ailleurs, apparemment, de nombreux parents se sont plaints auprès de la production, ce qui a conduit au retrait de l'épisode de la diffusion au Royaume-Uni. Le Géant de Fer est un film d'animation américain sorti en 1999. On suit un jeune garçon nommé Hogarth. Un soir, sa mère lui annonce qu'elle va terminer son service tard. Hogarth en profite donc pour regarder la télévision en mangeant des cochonneries. Mais soudainement, l'image se brouille, et en montant sur le toit, il découvre que l'antenne a été arrachée et que plusieurs éléments à l'extérieur de la maison ont été saccagés. Poussé par sa curiosité, il va pénétrer dans la forêt.
L'apparition soudaine du géant de fer dans la nuit noire après une longue scène angoissante, ça m'avait terrifié quand j'étais petit. J'ai des souvenirs très flous de ce film. Je sais pas si on est beaucoup à l'avoir vu, apparemment ça a été un grand succès critique, mais un échec commercial. Il est temps de plonger sous la surface pour explorer Les eaux claires. The Legend of Dratini. Pokémon a bercé la jeunesse de beaucoup d'entre nous. Les cartes qu'on s'échangeait dans la cour, la version Diamant et Perle sur Nintendo DS, et bien sûr, l'animé avec son générique mythique. La série est clairement faite pour les enfants. C'est mignon, coloré et wow, tranquille. The Legend of Dratini, c'est un épisode où les créateurs de la série ont tout simplement pété les plombs. Sacha et ses amis vont faire la rencontre de Kaiser, le gardien de la zone safari, qui va menacer des enfants avec une arme à feu dans le plus grand des calmes. Il va également tirer sur la Team Rocket avant que la situation s'inverse et qu'il tente de lui mettre la pression avec son propre pistolet. Mais c'est pas tout. Pendant l'interrogatoire, Meowth va tout simplement se déguiser en... Attends, quoi ? Alors pourquoi, je sais pas. L'homme s'appelle Kaiser, ça sonne sacrément allemand, est-ce qu'il y a un quelconque rapport ? Ça, je vous laisse en juger. Cet épisode a évidemment été banni de la plupart des pays. Les versions en anglais qu'on peut trouver ont été doublées par des fans, et l'épisode n'a jamais été diffusé en dehors de l'Asie. C'est pas le seul épisode qui sort drastiquement de l'univers family-friendly de Pokémon. Beauty and the Beach a également été banni en Occident pour des scènes assez... douteuses. What do you little vandals think you're doing? First you stole my boat and then you destroyed my dock. You'll pay for this. This is all a big mistake. You remind me of my granddaughter. Kirikou. Kirikou est une série de longs métrages réalisée par Michel Oslo. J'ai vraiment saigné les 2 premiers films quand j'étais petit. Kirikou dégageait quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, très différent des grosses productions américaines. En plus de traiter certains sujets très sombres, l'atmosphère était très particulière, et on a tous été marqués par des séquences différentes. Moi, il y a une scène en particulier qui m'avait terrifié. Dans le film original, l'eau de la source du village a disparu pour une raison inconnue. Kirikou se faufile dans un conduit étroit jusqu'à une cavité souterraine où il tombe sur ça. Marcelino, c'est un dessin animé que j'ai regardé quand j'étais très jeune. J'ai pas tant de souvenirs que ça. Je me rappelle seulement de 2 choses. La musique du générique, que je vais pas diffuser pour des raisons de droit d'auteur, et l'atmosphère douce et mélancolique qui se dégageait de cette série. Avant mes recherches, je comprenais pas pourquoi il y avait un sentiment de tristesse qui se dégageait de ces souvenirs très flous, jusqu'à ce que je revoie le dernier épisode de la saison 1. Avant ça, je vais vous résumer rapidement l'histoire. Un jour, des moines découvrent un petit garçon abandonné devant la porte de leur monastère. Ils cherchent sa mère mais ne la trouvent pas, et décident finalement de l'adopter et de l'appeler Marcelino. En grandissant, le petit garçon va découvrir qu'il a le don de parler aux animaux, et décide de devenir défenseur de la cause animale. Un jour, il va découvrir dans le grenier du monastère un Christ crucifié sur une croix poussiéreuse. Marcelino commence alors à s'y attacher et lui apporter tous les jours du pain et du vin. Le jour de son 6e anniversaire, il déprime. Son seul souhait est de retrouver sa maman. Il va alors voir le Christ pour lui demander de retrouver sa mère. Je voudrais retrouver ma maman. Tu peux m'aider? Viens avec moi. Je t'emmènerai voir ta maman et plus jamais vous ne serez séparés. Mets tes bras autour de moi et n'aie pas peur. Quand les moines rentrent dans la pièce, le Christ et Marcelino ont disparu. On comprend alors que Marcelino est décédé pour rejoindre sa mère au paradis. La scène est belle, forte, mais particulièrement déchirante, encore plus pour un enfant. Les créateurs de la série ont tout gâché en faisant une saison 2 où il ressuscite comme par magie, mais c'est ça la vraie fin de Marcelino. Enfonçons-nous maintenant plus profond dans l'océan pour découvrir Les eaux sombres.
SpongeBob. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Bob l'éponge, une des franchises les plus connues et rentables de l'histoire de l'animation. Dans l'épisode I Was a Teenage Gary, Bob et Patrick doivent partir quelques jours pour aller à une convention. Bob demande à Carlo de garder Gary, son escargot de compagnie en son absence. Mais à son retour, Carlo a passé son temps à bronzer et a totalement oublié de s'occuper de Gary qui est dans un piteux état. Ils font venir un vétérinaire qui leur donne un snail plasma, un espèce de médicament pour escargot. Bob va demander à Carlo de piquer Gary avec la seringue, mais dans la confusion, il va injecter le médicament à Bob. Gary, I'm fine. That's okay. I'm a lefty anyway. Now I don't have to buy those new shoes. I take it back, Gary. Something is wrong with me. Cette scène de transformation cauchemardesque a marqué les esprits de beaucoup d'enfants. Une autre scène terrifiante qui revient quand on parle de Bob l'éponge se déroule dans l'épisode SpongeBob in Random Land. Un client appelle le Krusty Krab pour se faire livrer un burger à domicile. Le patron envoie Bob et Carlo à Random Land, un endroit extrêmement étrange et psychédélique pour effectuer la livraison. À un moment, un mur de porte apparaît soudainement devant eux, et quand ils décident de les ouvrir, cette image est une référence à une creepypasta très connue sur Carlo qui tournait sur internet aux alentours de 2010. Cependant, cette scène a rapidement été censurée pour remplacer le screamer par un espèce de bébé Carlo. Les contes de Terre-Mère. Les Contes de Terre-Mère est un film d'animation sorti en 2006, réalisé par le studio Ghibli. Je vais pas m'épancher sur l'histoire, c'est vraiment pas le film du studio que j'ai le plus apprécié. Le long métrage contient des scènes de violence graphique, comme l'assassinat d'un père par son propre fils, mais aborde également des violences psychologiques et des thèmes sombres et dérangeants. Mais si je vous parle des Contes de Terre-Mère, c'est pour une scène en particulier qui m'a profondément marqué. L'antagoniste du film s'appelle Aranéide, une sorcière qui vit en marge de la société. Durant tout le film, elle est froide et très calme. Son visage est neutre, sans expression, jusqu'à cette scène. Je suis sur le point d'obtenir la vie éternelle. Bientôt je goûterai à l'extase d'une existence sans fin. Aranéide, la répétition incessante des cycles de naissance et de mort est l'essence même de la vie. Je suis bien au-delà de ces absurdités. Ce moment précis, cette frame où son expression passe du neutre à la monstruosité en une fraction de seconde, je m'en souviens parfaitement. J'ai littéralement bondi de mon siège à l'époque. J'avais vécu ça comme un screamer. Mais la plupart des enfants ont été bien plus traumatisés par les scènes finales, soit par la transformation d'Aranéide, soit par sa mort très graphique. Terrifiant, terrifiant. Tous ceux qui s'opposent à ma volonté doivent disparaître. Jurassic Park. Futurama est une série d'animation créée en 1999 par Matt Groening, le créateur des Simpsons. En 1999, Fry, un jeune livreur de pizza, est accidentellement cryogénisé et revient à la vie 1000 ans plus tard dans une société qui a bien changé. Dans l'épisode Jurassic Park, Fry visite un musée quand il tombe nez à nez avec un chien fossilisé. Ce chien, c'est Seymour, son animal de compagnie dans son ancienne vie en 1999. Le professeur Farnsworth examine le corps du chien et conclut qu'un échantillon ADN peut être prélevé pour produire un clone qui aurait les mêmes souvenirs et la même personnalité. Fry est aux anges et prépare avec enthousiasme l'arrivée du chien. Le professeur lance le processus de clonage et son ordinateur l'informe que Seymour est mort à l'âge de 15 ans, ce qui signifie qu'il a vécu 12 ans après la cryogénisation de Fry. Fry change d'avis et interrompt le clonage. Persuadé que Seymour a refait sa vie, trouvé un nouveau propriétaire et l'a complètement oublié. Pour Fry, l'histoire s'arrête là, mais pas pour les téléspectateurs qui ont le droit à l'un des flashbacks les plus tristes de l'histoire de la télévision.
12 ans. Pendant 12 ans, le chien a attendu son maître nuit et jour devant la pizzeria où il travaillait, jusqu'à ce que fatigué et désespéré, il finisse par s'endormir pour l'éternité. C'est l'une des scènes les plus déchirantes de l'histoire de l'animation. Et cette séquence, elle est tirée d'une histoire bien réelle, celle du chien Hachiko. Pendant les années 20, Hachiko attend tous les soirs à la gare de Shibuya à Tokyo que son maître rentre du travail. Un jour, son maître meurt soudainement pendant son activité professionnelle. Évidemment, le chien ne comprend pas la situation. Et pendant 9 ans, Hachiko va attendre son maître tous les jours sur le quai de la gare, jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Aardman Animation. Pour cette entrée, je vais pas parler d'un dessin animé en particulier, mais d'un studio d'animation dans son ensemble. Aardman Animation a été fondé en 1972 par Peter Lord et David Sproxton. Ils se sont notamment fait connaître par leur technique d'animation très particulière qu'on appelle la claymation. Une technique qui consiste à fabriquer des personnages en pâte à modeler et à les animer en stop motion en bougeant légèrement les figurines entre chaque prise de vue. J'étais très fan de leur création quand j'étais petit. L'esthétique elle est très cool et se démarque vraiment de la concurrence des films de Disney et Pixar de l'époque. Mais ça donne également un aspect qu'on peut trouver étrange, bizarre, voire même dérangeant dans certaines scènes de leurs films. On va commencer par leur premier gros succès sorti en 2000, Chicken Run. Une des scènes qui m'a marqué, c'est quand Madame Tweedy fait le compte de la production des œufs et s'aperçoit que Edwin n'a pas pondu son quota. Il y a également toute la scène dans la machine à tourtes qui m'avait bien stressé à l'époque. Il y a aussi plusieurs scènes dans Wallace et Gromit qui peuvent prêter à sourire aujourd'hui, mais qui m'avaient bien fait flipper quand j'étais petit. C'est pas pour leur grosse production que je voulais absolument vous parler du studio Aardman, mais pour leurs courts-métrages beaucoup moins connus, dont certains sont restés gravés dans ma mémoire. Je me souviens plus précisément comment j'étais tombé dessus. Mes parents avaient peut-être le DVD qui regroupe tous ces courts-métrages, un prof nous l'avait potentiellement montré en classe, ou c'était peut-être dans les bonus d'un DVD de Chicken Run ou Wallace et Gromit. Et dans tous ces courts-métrages, tous plus absurdes et bizarres les uns que les autres, il y en a un qui m'avait tout simplement traumatisé, jamais sans mon sac à main. Dans ce mini-film, on suit une petite fille qui habite avec sa tante. La tante reçoit une lettre lui disant qu'elle n'a pas réglé la dernière échéance de paiement de sa machine à laver et que la société est dans l'obligation de prendre les mesures prévues dans le contrat. Contrat qui stipule tout simplement que tout mauvais payeur sera envoyé en enfer. La tête du diable, les sound design, c'est vraiment terrifiant. Après avoir enterré sa tante, la petite fille qui vit désormais seule dans la maison regarde la télé quand elle entend le plancher grincer. La tante revient dans le monde des vivants, tout simplement parce qu'elle avait oublié son sac à main. Mais le diable va pas la laisser tranquille, et revenir les hanter sous la forme d'un sac à main monstrueux. On va maintenant réellement attaquer les choses sérieuses et explorer Courage, le chien froussard. Courage le chien froussard est un dessin animé américain diffusé pour la première fois en 1999. On suit Courage, un chien particulièrement peureux qui se retrouve plongé malgré lui dans des aventures paranormales et surnaturelles. J'ai pas regardé la série quand j'étais petit parce que j'avais pas Cartoon Network, mais en lisant les commentaires, j'ai vu qu'énormément de Français et d'anglophones avaient adoré. Le dessin animé est connu pour son humour noir, son atmosphère très particulière et comporte pas mal de scènes bien flippantes. La séquence qui m'a le plus marqué, c'est une créature archi dérangeante que voit Courage pendant un de ses cauchemars.
Il y a beaucoup d'autres scènes angoissantes, comme l'apparition de la momie bizarre en 3D qui détonne dans un univers d'animation classique en 2D. Et ce visage cauchemardesque qui semble être un homme maquillé qu'on a incrusté à l'aide d'un fond vert. Mais le moment terrifiant le plus connu, c'est sans aucun doute la scène de la petite fille au violon. Le drôle de Noël de Scrooge. Le drôle de Noël de Scrooge est un film d'animation sorti en 2009, adapté de A Christmas Carol, un conte écrit par Charles Dickens. Le film se déroule le 23 décembre 1843. On suit Scrooge, un vieil homme méchant, avare et grincheux. C'est la veille de Noël, tout le monde se réunit avec ses proches pour fêter ça, mais pas lui. Il refuse l'invitation de son neveu et s'enferme seul chez lui. Mais pendant la nuit, il reçoit la visite de 3 fantômes qui vont changer sa vie et son caractère à tout jamais. Je me souviens très bien d'être allé le voir au cinéma à l'époque. J'avais 9 ans, donc j'étais pas non plus tout petit, et pourtant j'ai eu un profond sentiment de malaise en sortant de la salle. Bon, déjà pour commencer, on va parler de l'esthétique. Le film est réalisé entièrement en motion capture. Une technologie utilisée pour la première fois en intégralité dans un film d'animation 3D, quelques années auparavant dans le Polar Express. Et ces deux films, ils me font exactement le même effet. Ça me met particulièrement mal à l'aise. On peut expliquer ce sentiment à travers le concept de la vallée de l'étrange. Une théorie selon laquelle plus une représentation artificielle d'un humanoïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. En gros, étant donné que le motion capture s'appuie sur les mouvements de véritables acteurs, les mouvements et les mimiques sont ultra réalistes et crédibles. Par contre, les designs des personnages sont purement artificiels, avec des proportions surréalistes et des textures qui manquent de vie. Ce mélange donne une patte graphique que je trouve extrêmement repoussante. Mais c'est surtout le contenu du film en lui-même qui m'a profondément marqué à l'époque. Tout au long du film, Scrooge va faire la rencontre de différents fantômes, dont certains sont terrifiants. Mais moi, la scène qui m'avait profondément marqué à l'époque, c'est celle-là. Celui-là est l'ignorance. Celle-ci, la misère. Prenez-y bien garde. N'ont-ils donc ni refuge, ni ressources? Y a-t-il plus de prison? N'y a-t-il plus de spice? Pink Eye. Codename Kids Next Door est une série d'animation américaine diffusée de 2002 à 2008. On suit un groupe de 5 enfants, les Kids Next Door, une organisation qui lutte contre la tyrannie des adultes et des adolescents. L'épisode Operation Pink Eye s'ouvre sur Oji, un des enfants de Kids Next Door, qui mange un crumble aux pommes déguisé en détective. Il y a une grave épidémie de conjonctivite dans l'école, une maladie qui génère une espèce de croûte dégueulasse sur les yeux des victimes. Oji enquête sur l'affaire, et en ouvrant une porte cachée dans les bureaux de l'infirmière, il va faire une découverte terrifiante. Elle a créé une machine qui extrait la mousse sortant des yeux des malades pour faire des gâteaux que mangent tous les élèves depuis le début de l'épisode, qui les contaminent à leur tour pour augmenter la production. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. C'est une des idées de scénario les plus ignobles que j'ai pu voir, toute production audiovisuelle confondue. Accrochez-vous, parce qu'il est temps d'attaquer le dernier niveau de cet iceberg. Bienvenue
Les Malheurs de Sophie est une série d'animation créée en 1998, adaptée des romans de la comtesse de Ségur. C'est pas pour une scène en particulier que j'ai décidé d'en parler dans l'iceberg, mais pour l'intégralité de la série. À l'âge de 8 ans, Sophie perd sa mère et une partie de sa famille dans un naufrage causé par une violente tempête. Peu après, son père contracte une grave maladie. Sachant qu'il ne va pas tarder à rendre l'âme, il se marie avec Madame Ficini pour que sa petite fille ne se retrouve pas toute seule. Au début, elle est gentille avec Sophie, mais dès la fin du mariage, elle va commencer à montrer son vrai visage et la battre violemment. Son père jure à Sophie de l'éloigner de cette horrible femme, mais il va brutalement décéder sans avoir eu le temps de tenir sa promesse. Sophie est désormais entre les griffes de sa belle-mère et son cauchemar commence. Pendant toute la série, Madame Ficini la punit, l'humilie, la méprise et la frappe violemment. Je vais pas raconter toute l'histoire ou décrire chaque scène difficile parce que ça demanderait une vidéo entière, mais cette série elle est tellement sombre. Sincèrement, je sais même pas pourquoi je regardais ça quand j'étais petit. Les Malheurs de Sophie, c'est la descente aux enfers d'une petite fille qui n'a rien demandé et qui est plongée dès l'enfance dans une vie misérable. Cat Dog est une série d'animation américaine créée en 1998. J'ai l'impression que c'est surtout populaire aux États-Unis, personnellement j'en avais jamais entendu parler avant mes recherches. Même si j'ai vu que ça a aussi été diffusé en France sur plusieurs chaînes au début des années 2000. Dans ce dessin animé, on suit les aventures de chat et chien, un espèce d'animal hybride bizarre. Les deux ont des personnalités radicalement différentes, mais vivent dans le même corps, ce qui donne lieu à des situations absurdes et humoristiques. On va parler d'un épisode en particulier qui a horrifié beaucoup de téléspectateurs. Dans Teeth for Two, chat et chien se rendent chez le dentiste car la dentition de chat est dans un état terrible. Dans le cabinet, ils apprennent que comme leur corps est lié, toute la malbouffe que mange chien se répercute sur la santé dentaire de chat. Chat demande à chien d'arrêter de manger des cochonneries, mais il refuse d'obéir et continue à s'empiffrer. La nuit tombée, chat est à bout de nerfs. Rongé par la douleur et ayant tout essayé, il va décider de nettoyer la bouche de chien en passant par l'intérieur de son propre corps. Ça va donner l'une des scènes de body horror les plus dégueulasses de l'histoire de l'animation. Coraline est un film d'animation sorti en 2009, réalisé par Henry Selick, le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Coraline est une petite fille qui emménage dans une vieille maison avec sa famille. Ses parents travaillent énormément et n'ont pas le temps de s'occuper d'elle. Elle se sent profondément seule, et pour tuer l'ennui, elle va explorer la vieille bâtisse jusqu'à trouver une porte mystérieuse qui mène vers une dimension parallèle. Dans cet univers, ses parents sont complètement différents. Ils sont extrêmement gentils, affectueux et font tout pour rendre Coraline heureuse. Elle va passer de plus en plus de temps dans cette dimension parallèle, avant de se rendre compte qu'elle court un grave danger. Contrairement à la plupart des entrées de l'iceberg, je vous parle pas de Coraline pour une scène en particulier. Le film entier a une ambiance angoissante et oppressante. L'esthétique est assez singulière et l'animation en stop motion donne un rendu assez bizarre et dérangeant. Tout le délire autour des poupées m'a mis assez mal à l'aise, tout comme le design de certains personnages. Mais le personnage qui a marqué les esprits, c'est évidemment la deuxième mère de Coraline. Déjà sa version de base avec les boutons sur les yeux, je la trouve terrifiante. Mais alors quand elle va sortir son côté maléfique à travers ses différentes transformations, là c'est encore un autre délire. Vous n'êtes pas ma mère. Tu vas t'excuser tout de suite, Coraline. Non. Attention, je te laisse jusqu'à 3. 1, 2, 3! Aïe! Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, ça fait mal! Tu oses désobéir à ta mère! Peu importe notre génération, on a tous regardé au moins une fois Tom et Jerry quand on était petit. Cependant, il y a un épisode qui diffère drastiquement du reste de la série.
Dans l'épisode Blue Cat Blues, Tom tombe fou amoureux d'une jeune chatte blanche. Il va tout faire pour l'impressionner et lui offrir les plus beaux cadeaux possibles malgré ses maigres économies. Mais il a un rival, un chat nommé Butch, bien plus riche que lui, qui va couvrir la jeune chatte de présents, tous plus chers et grandioses les uns que les autres. Dans une dernière tentative de l'impressionner, il va s'endetter et signer un contrat qui lui coûtera notamment un bras et une jambe pour pouvoir s'offrir une voiture. Mais Butch écrasera son véhicule avec une voiture gigantesque et partira avec sa dulcinée. Tom tombe dans une profonde dépression et commence à boire. Contrairement aux autres épisodes, Jerry fera tout pour l'aider, mais en vain. Tom, désespéré, finira par s'asseoir sur un chemin de fer. À la fin de l'épisode, Jerry va découvrir que son amante est également partie avec un autre homme. N'ayant plus la force de se battre, Jerry va rejoindre Tom sur les rails alors qu'on entend un train arriver à toute vitesse en arrière-plan. C'est la fin de cet iceberg, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez pas fait, je vous encourage vivement à aller voir mon iceberg sur les dessins animés les plus sombres et dérangeants, qui traitent d'œuvres beaucoup plus hardcore. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez liker la vidéo, laisser un commentaire pour le référencement, mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour pas louper la suite. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.